Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer à faire un petit peu de mécanique, mais à l'inverse de d'habitude, où on s'intéresse aux équations horaires du mouvement, à l'équation de la trajectoire et ainsi de suite, aux vecteurs accélération, vitesse, position. Et là, on va choisir une perspective un petit peu différente et prendre le point de vue des énergies. Euh, et donc, il y a trois types d'énergie qui sont au programme du lycée. Il y a l'énergie cinétique, l'énergie potentielle et l'énergie mécanique. Donc, on va d'abord voir à quoi correspondent chacune de ces énergies. Et dans un second temps, on verra comment elles peuvent être utiles pour résoudre des exercices. Donc, commençons par le début, l'énergie cinétique. Eh bien, l'énergie cinétique, là, ça va être l'énergie qui est liée au mouvement, au déplacement. Et donc, sa formule, ça va être 1 demi de mv carré. Donc là, on voit que l'énergie cinétique dépend à la fois de la masse et de la vitesse. Donc, c'est assez intuitif. Si vous foncez dans un mur en marchant, ça aura pas le même effet que si vous courez dans un mur en sprintant. Et ça, c'est parce que quand vous sprintez ou quand vous courez, même si c'est pas à fond, vous avez plus d'énergie cinétique en vous, que quand vous marchez. Et donc c'est pour ça que l'impact est un petit peu plus brutal. Après, de manière générale, que ça soit en courant, à faible allure, en marchant ou en sprintant, je ne recommande pas de foncer dans un mur, mais imaginons. Et puis, ça dépend aussi de la masse. Donc, plus on a une masse importante et plus on a d'énergie cinétique, ça c'est aussi assez logique. Si un éléphant fonce dans un mur, pour reprendre l'exemple du mur, eh bien ça se sentira un petit peu plus que si une souris fonce dans un mur. Et donc parce que l'éléphant, il a normalement euh, une masse plus importante que celle de la souris, ou alors il faut trouver une très très grosse souris. Ensuite, pour l'énergie potentielle, donc en fait il y a plusieurs types d'énergie potentielle. Il n'y en a qu'une seule qui est au programme du lycée, c'est l'énergie potentielle de pesanteur, qu'on note généralement EPP. Et ça va être l'énergie liée à l'altitude. Donc sa formule, ça va être mgz. Donc pareil, ça peut se comprendre assez facilement. Déjà, pourquoi plus on est haut, plus on a une énergie importante. Et pourquoi ça s'appelle énergie potentielle? C'est parce que si on lâche un objet d'une certaine altitude, lors de sa chute, parce qu'il va chuter de par l'attraction terrestre, il va avoir une augmentation de vitesse. Et donc, il va y avoir une accumulation d'énergie cinétique. En fait, il y a une transformation de l'énergie potentielle en énergie cinétique. C'est pour ça qu'on l'appelle énergie potentielle. C'est parce qu'elle a le potentiel de se transformer en une autre énergie. Et plus on lâche l'objet d'une altitude élevée, plus sa chute durera longtemps, donc plus il aura le temps d'emmagasiner de l'énergie cinétique. Et puis l'énergie mécanique, eh bien c'est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc si on le réécrit avec les formules, on va avoir ceci. Donc 1 demi de mv carré plus mgz. Bon, maintenant on peut se poser la question de en quoi c'est utile ces histoires d'énergie, mais avant ça, un petit détour par les unités. Une énergie, ça s'exprime en joules. Donc, le symbole pour des joules, c'est J. Et là, avec ces formules-là, vu que 1 demi de mv, mv carré, pardon, c'est une énergie, eh bien on sait que des joules, si on regarde l'unité de ça, eh bien c'est pareil que des kilogrammes fois des mètres carrés fois des secondes moins 2. Donc voilà, la parenthèse sur les unités est terminée, elle est juste utile si un jour vous avez des questions justement sur l'analyse dimensionnelle. Et maintenant, la question logique qui suit, c'est à quoi ça sert? Ça sert, déjà, c'est pas que ça sert, c'est parce que les systèmes ont des énergies, donc voilà, faut formaliser ce concept-là. Et maintenant, dans les petits exercices, eh bien, il y a des raisonnements à faire parfois avec l'énergie, qui permettent d'aller vachement vite pour répondre à certaines questions. Et ces raisonnements énergétiques, ils sont très utiles dans un certain cas, c'est quand l'énergie mécanique se conserve. Parce que l'énergie mécanique, eh bien, elle se conserve lorsque on néglige les frottements auxquels sont soumis un système, et donc c'est toujours fait. Dans les exercices du lycée, on néglige toujours les frottements. Donc dans tous les exercices au lycée, l'énergie mécanique du système se conserve. Donc elle est égale à une constante. Donc elle a une valeur au début, elle a une valeur à la fin, elle a une valeur au milieu et à n'importe quel instant, et c'est toujours la même valeur. Et ça peut être très utile. Prenons l'exemple d'un système qui a une masse petit m et qu'on laisse tomber jusqu'à ce qu'il touche le sol.
Et bah, ce système, il a une certaine énergie mécanique au début, à l'instant t égale 0, et il a une certaine énergie à l'instant final. Donc, quand t est égal à ti c'est le temps de l'impact, i pour impact. Et vu qu'on néglige les frottements, eh bien, il y a conservation de l'énergie mécanique, donc les deux énergies mécaniques sont égales. Celle au début et à la fin, c'est la même. Et ça, on peut le réécrire. Là, ici, on a donc l'énergie mécanique au début qui est égale à 1 demi de mv0 au carré plus mgh. On va dire qu'on lâche l'objet d'une altitude notée petit h. Et à la fin, eh bien, c'est égal à 1 demi de mvf au carré plus mg fois 0. À la fin, quand ça touche le sol, l'altitude est égale à 0. Donc, il n'y a plus d'énergie potentielle de pesanteur. Et puis, on peut considérer que on lâche l'objet avec une vitesse initiale qui est nulle. On lui donne pas d'impulsion. Donc, v0 est égal à 0. Donc ça, ce terme-là, il est nul. Donc, il reste simplement mgh est égal à 1 demi de mvf au carré. Et puis là, il y a des m de chaque côté, donc il se simplifie. Donc il reste plus grand chose, à la fin il reste simplement gh est égal à 1 demi de vf carré. Donc bah, g on le connaît, ce qui veut dire que bah, si on connaît h, on peut trouver la vitesse finale. Si on connaît la vitesse finale, on peut remonter à h. Prenons un exemple, considérons qu'on lâche l'objet à une altitude, disons, de 5 mètres. Donc on va prendre petit h qui est égal à 5 mètres, et puis g, on va le prendre égal à 10 mètres seconde moins 2. Et puis là, on se demande quelle sera la vitesse finale du système. Et bien là, on se demande quelle est la vitesse finale, donc on l'isole, et on trouve que vf, eh bien c'est égal à racine de 2gh. Donc 2 fois g fois h, ça fait 2 fois 10 fois 5, donc ça fait 100, et racine de 100, eh bien ça fait 10 mètres par seconde. Et on peut faire dans l'autre sens. Imaginons qu'on sache que la vitesse finale, elle était égale à 5 mètres par seconde. Et bien là, on peut remonter à h en l'isolant. Donc on va avoir h qui est égal à vf carré sur 2g. Donc ça fait 25 sur 20. Donc ça fait 1,25 mètres. Et donc, ça permet de trouver des informations sur la situation sans avoir à calculer, enfin, à déterminer les équations horaires du mouvement, l'équation de la trajectoire, résoudre des équations et ainsi de suite. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec tous ces petits raisonnements énergétiques. On continuera à les utiliser certainement dans d'autres vidéos, mais pour celle-ci, on va s'arrêter là. Donc j'espère qu'elle vous aura été utile d'une façon ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime et puis vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.